Bonsoir Laurent Oberton. Bonsoir. Vous aviez sorti Orange Mécanique, la France Orange Mécanique aux éditions Ring en 2013, qui avait fait un grand succès de librairie. Vous revenez avec la France Big Brother, toujours chez Ring. Un livre tout rose qui se voit bien et qui dénonce le système médiatique, qui dicte sa pensée, le politiquement correct. Vous vous inspirez de 1984 de George Orwell, bien sûr, qui dénonçait bien sûr ce fameux Big Brother qui surveillait tout le monde et cette atteinte permanente à la liberté d'expression, à la liberté de penser. Et je vois dans la quatrième de couverture que vous dites que vous donnez un visage à la terreur médiatique, politique et idéologique qui accable notre pays. Est-ce que vous connaissez beaucoup de pays soumis à cette terreur médiatique, politique et idéologique, qui reçoivent l'auteur sur un plateau de télévision? J'en connais quelques-uns. L'auteur est reçu sur un plateau de télévision. En effet, j'en suis absolument ravi puisque depuis le lancement de ce livre, le 15 janvier 2015, donc il y a près d'un mois, nous n'avons pour l'instant essuyé que des refus. Toutes nos invitations ont été soit repoussées, soit passées, caviardées, tout ce qu'on veut. Donc ça commençait à faire long, surtout que mon premier livre avait connu un très grand succès, que celui-ci connaît à son tour un très grand succès. Donc à un moment donné, moi je suis assez favorable au débat d'idées, à l'échange, donc je suis content de pouvoir ce soir enfin parler du contenu de ce livre. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression, bon, je sais que vous avez pensé, parce que j'ai reporté une fois l'interview, que je souhaitais l'annuler. Je me suis dit, mais c'est un peu de paranoïa. Mais Il y a un c'est-à-dire peu de que paranoïa quand même, il y a une idée complotiste permanente. ah non, je suis pas du tout complotiste. Ce livre n'est pas du tout complotiste, mais simplement quand vous êtes victime de dizaines d'annulations comme je l'étais, quand on vous sort tout un tas de prétextes, tous plus, fallacieux, farfelus les uns que les autres, évidemment vous finissez par vous poser des questions. Moi, je porte pas de jugement a priori sur les gens. Je ne vous connais pas personnellement. Je suis ravi d'être invité encore une fois, mais j'ai vraiment constaté une très féroce opposition de ce monde, de ces grands médias que je dénonce dans ce livre. Donc, d'une certaine manière, c'est logique. Mais je pensais Ça vous malgré arrange tout. un peu, j'ai l'impression, parce que d'une certaine façon, vous les dénoncez, donc Bah, ils sont méchants. ça m'arrange de manière modérée, puisqu'ils sont quand même mon accès à l'existence publique. Moi, j'écris un livre pour parler aux gens, pour toucher l'opinion. Donc évidemment, ce sont eux les intermédiaires entre moi et mon public. Donc sans eux, je ne peux pas exister. Donc je suis obligé de passer par les médias pour exister. C'est justement quelque chose que je dénonce dans ce livre. Et vous dénoncez ce système médiatique, mais avec une colère, une violence, une rage. En même temps, c'est une manière de dire je veux être invité. Je veux être invité au festin médiatique. Et c'est ça votre colère? Vous pensez que c'est un festin? Je sais pas. C'est pour ça je vous pose la question. Je n'ai pas de colère particulière. Simplement, Elle est très forte dans ce livre. Les mots disons sont que extrêmement violents. je constate de mes Pourquoi? yeux depuis très longtemps que l'évolution de la société, je pense, est tout à fait catastrophique, que la classe politique et médiatique en est en grande partie responsable. Et donc, évidemment, quand je vois à quel point l'expression publique est canalisée, on parle beaucoup de liberté d'expression, on oublie de parler d'équité d'expression. Quand je constate que certains courants de pensée, par ailleurs très largement représentés dans l'opinion publique, ne sont pas représentés à la télévision française, évidemment, on finit par perdre peut-être un peu patience. Alors, je ne sais pas à qui vous faites allusion, parce que on reçoit sur nos plateaux régulièrement, je sais pas, Éric Zemmour, d'autres personnalités. Récemment, le romancier Michel Houellebecq, qui, comme romancier, décrit une société en déclin, peut-être comme vous le faites dans ce livre, mais aussi, vous le savez bien, Marine Le Pen, Florian Philippot. J'ai l'impression que ce que vous dénoncez, c'était avant. En fait, aujourd'hui, tout le monde a la parole. Et ceux qui veulent donner une autre vision de la société, qui s'élèvent contre le politiquement correct de la gauche, ils ont table ouverte dans les médias tous les jours. Donc est-ce que c'est pas un peu dépassé, votre dénonciation? D'abord dans certains médias, parce que votre média, qui fait son travail, je le reconnais, n'est pas forcément représentatif de l'ensemble de la classe médiatique. C'est un premier point. Ensuite, effectivement, des gens ont le droit de s'exprimer dans les médias, mais la manière dont est analysé leur discours, détricoté par des décodeurs, des experts, des journalistes, c'est toujours une manière de conditionner les gens
à penser que, par exemple, Éric Zemmour est quelque chose d'absolument diabolique, qui est un personnage issu du mal. Donc, c'est une manière d'analyser, d'inciter les gens à penser que j'explique dans ce livre de manière assez précise, en faisant peser une terreur continue sur les gens, sur leurs pensées, sur leurs réflexions, qu'ils finissent eux-mêmes par adopter au quotidien, dans la rue, dans leur vie de tous les jours. Mais ça n'a pas changé, ça? C'est très différent. Vous nous décrivez comme des animaux conditionnés, complètement domestiqués. Mais aujourd'hui, tout le monde parle, tout le monde s'écoute, tout le monde vote. Oui, en effet, tout le monde se distrait, tout le monde s'amuse, tout le monde consomme. Mais peu de gens voient justement que pèse sur eux une forme de pression permanente, une forme d'incitation à la bonne pensée, on va dire. Ce conditionnement, justement, qui est bien plus subtil qu'une pression physique directe. Vous savez, les gens sont terrorisés par l'idée d'être exclus de leur groupe. Donc, ils ont tendance à adopter des jugements conformes. Il y a toute notre nature est ainsi faite, notre évolution en société fait que nous sommes vulnérables à ce conditionnement, à cette forme de dressage. Après les attentats, il y a eu des mots qui ont été dits. On a dénoncé l'islamisme radical, on a dénoncé le repli communautariste. Il y a eu des mots forts qui ont été prononcés. Donc ce système de la pensée politiquement correcte, à un moment donné, il a été percé. Mais quel a été le message écrasant de ces actes? C'était pas d'amalgame. Le vivre ensemble, c'est formidable, tout se passe bien. D'ailleurs, il faut continuer dans ce sens-là. C'est ce que tous les discours officiels ont bien voulu nous dire. Donc, évidemment il n'y a eu aucune remise en question de tout ce pourquoi ces attentats ont pu exister. C'est-à-dire à la fois le laxisme judiciaire, politique, à la fois cette idéologie utopiste complètement dépassée qui croit que le multiculturalisme est la panacée universelle. Il n'y a pas eu de remise en question de ça. Et les gens n'ont pas eu les moyens de le faire. Puisqu'à chaque fois qu'on les interrogeait, on leur expliquait que faire l'amalgame, c'est-à-dire même émettre un avis globalement sceptique vis-à-vis de la gestion de la crise, était déjà quelque part un dérapage. Donc à partir de là, les gens ont tendance à adopter une position conforme, et donc à se réfugier en quelque sorte derrière cette forme de pensée toute prête, pratique finalement, confortable, puisqu'on est bien au chaud à l'abri du troupeau. Donc dans votre livre, vous dénoncez le système médiatique et vous êtes, je l'ai dit, extrêmement virulent, mais vous dénoncez aussi les femmes au sens la féminisation de la société. Le féminisme. Et le féminisme. Exact. Oui. Je dénonce pas les femmes. Non, mais enfin... Et vous dites, la grande histoire n'a retenu aucune découverte, aucun édifice, aucune composition, aucun système de pensée ou de philosophie d'origine féminine. L'anomalie de l'extrême intelligence est presque toujours masculine. Alors, je précise tout d'abord que c'est un personnage qui parle dans ce livre. Comme dans 1984, vous reproduisez un peu la forme effectivement romanesque. C'est un personnage qui parle dans ce livre et qui utilise des données statistiques et scientifiques réelles. C'est-à-dire qu'effectivement, statistiquement... les scientifiques ont constaté très largement que les individus qui étaient extrêmement intelligents ou extrêmement stupides étaient des hommes, la plupart du temps. C'est comme ça. Moi, je ne prétends pas commander aux faits, même si les faits ne me font pas plaisir, je les accepte tels qu'ils sont. Alors, apparemment, vous évoquez les statistiques du bac et vous dites... vous ne reconnaissez pas que les garçons ont un taux de réussite légèrement inférieur aux filles, et y compris dans les mentions dans bien et très bien, il y a un petit peu moins de garçons que de filles. Alors, ces chiffres du bac, moi, j'avais des versions... Vous êtes sceptique sur les chiffres du bac, non, sur les chiffres officiels. J'avais des chiffres, un petit peu qui allaient un peu contre ceci. Mais j'ai quantité d'autres exemples qui vont dans le sens des théories scientifiques dont je vous ai parlé. Et ça ne veut pas dire, évidemment, que les individus sont globalement inégaux. Les hommes et les femmes ont une intelligence absolument équivalente. Ah, mais vous me rassurez, alors. Juste, ce système que vous dénoncez, et vous dites la naïveté du vivre ensemble, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez la guerre dans les rues, des expulsions massives? Qu'est-ce que vous proposez? Quel est votre... Il est normal que des politiques aient un souci d'apaisement pour maintenir une cohésion. Au contraire, mais le problème, c'est que la guerre, elle arrive. La guerre, elle est déjà là dans nos rues, justement. Moi, je ne veux pas que cette guerre arrive.
La France est un pays, une civilisation extraordinaire qui a un art de vivre depuis, c'est immémoriel. Et aujourd'hui, justement, subit depuis des décennies une immigration qui n'a pas été choisie, qui a été imposée, un multiculturalisme imposé. On a imposé les gens au silence au nom de ce conditionnement, au nom d'une morale supérieure qui dit que voilà, les gens doivent se mélanger pour être heureux. Les Français eux-mêmes n'ont aucune valeur. On les enrichit avec l'immigration, les cultures différentes. C'est un très beau discours, sauf que dans la réalité des faits, voilà où on en est. La société se communautarise, on assiste à un effondrement du capital social, les gens perdent toute notion de civisme et de société. Vos solutions sont les solutions de Marine Le Pen ? Je n'ai aucune solution. Moi, je ne suis pas du tout politique, je n'ai aucune promesse à faire. Je dresse simplement un constat. Je dis à la fois aux médias, aux hommes politiques, à la classe politique, à tous les responsables, à tous ceux qui contrôlent l'expression, revenez à la réalité populaire, rendez aux gens leur souveraineté. Les gens voient les choses, ils voient très bien que les choses ne se passent mal, il ne faut pas persister dans l'erreur. C'est tout ce que je dis. Mais votre discours, que vous assumez comme journaliste, vous dites comme journaliste et comme écrivain, il est porté par des politiques aujourd'hui. Donc il n'est plus un cri dans le désert. Il n'est plus celui d'un homme seul qui aurait raison contre tous. En effet, il est peut-être très partiellement porté par des politiques, mais enfin, moi, je ne vais pas changer une virgule de ce que j'ai écrit en fonction de ça. C'est pas mon problème. Moi, je dis les choses telles que je les analyse. Je fais des enquêtes factuelles. Je dis simplement les faits. Je ne vais pas modifier justement la réalité en vertu des positions idéologiques des uns et des autres. Ça n'a pas de sens. Et vous vous reconnaissez dans ces partis politiques qui Non. Moi, vous savez, la politique ne m'intéresse pas du tout. La logique de parti est quelque chose qui ne m'a jamais attiré du tout. Simplement, le seul fait d'avoir une pensée qui se base toujours sur un discours prémâché, c'est un peu exactement ce dont nous sommes victimes actuellement. Donc, moi, je n'ai aucune ambition ni politique, ni aucune proximité politique. Merci Laurent Berton, merci d'être venu sur BFM TV. La France Big Brother, c'est chez Ring. Tout de suite, c'est Alain Marchal pour le 20h.